Bonjour. Vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 19 avril 2018 au CEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, à Oran, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences Art et lettres au Maghreb. Dans ce podcast, dédié à la science-fiction et la littérature algérienne, nous accueillons deux écrivains, Riyad Hadir, auteur du roman Pupille, et Kamal Daoud, qui va présenter cet ouvrage. Bonjour, merci d'être là. Je suis très honoré, très heureux de faire l'introduction pour le roman Pupille de mon ami. Et c'est juste pour vous dire que je ne suis pas habitué à faire de la modération. C'est la première fois que je le fais. Je le fais donc avec beaucoup de maladresse et de passion. Je me suis intéressé parce que je suis un amateur de science-fiction. C'est quelque chose que peut-être qu'on ne connaît pas. C'est un genre que l'on sous-estime peut-être, que l'on considère aussi comme un genre mineur, alors que dans le catalogue de la science-fiction universelle, il y a de grands chefs-d'œuvre de littérature, de grandes œuvres de réflexion sur le réel, sur soi-même, sur l'altérité, sur l'autre. Et c'est une lecture qui a marqué mon enfance depuis toujours. J'ai découvert la littérature par le biais du roman policier anglais traduit en arabe et par le biais des romans de science-fiction. C'était une ouverture. La science-fiction a été un instrument personnel pour moi pour me libérer l'esprit, l'imaginaire et les idées. Donc pour commencer, j'ai envie de vous lire une chronique que j'ai publiée dans Le Point sur la science-fiction. Elle est un peu dure sur le genre, mais ça permettra un petit peu de poser les termes de la discussion par la suite. Alors, à l'époque, j'avais écrit ceci. La chronique s'appelle « Le crash du tapis volant ». Cap sur un sujet inattendu. La science-fiction arabe, entre guillemets, existe-t-elle ? Pendant ses années de jeunesse, ce fut cette littérature qui sauva l'auteur des mythes féroces de sa culture. Difficile, en effet, d'imaginer le ciel hors du religieux, sauf avec la science-fiction. À force, cela a abouti à une sorte de passion. Les grands auteurs y défilaient comme des éclaireurs pour libérer un imaginaire pris en otage entre le religieux et l'épopée de la guerre de libération. Au ciel, on n'avait pas de nationalité et c'était tant mieux. Et l'univers redevenait une interrogation et pas une agaçante réponse. Sauf qu'avec l'âge, on épuise la capacité de s'enthousiasmer pour les variantes de 2001, l'Odyssée de l'espace. Il faudra de grands chocs d'érudits comme Dan Simmons pour retrouver le frisson stellaire. Cela mène enfin à la question. Pourquoi il n'y a pas, ou presque, dit le net, de romans de science-fiction arabes, entre guillemets. Voilà une géographie ancienne où l'imaginaire a le statut d'un empire irriguant une botanique du paradis imaginaire, avec ses vierges et ses rivières de vin, où les fameuses mille et une nuits sont une alternative au verrouillage des sens et qui n'arrivent pas à habiter une capsule, un vaisseau ou à aller au-delà du calendrier lunaire. Le mystère reste entier, malgré quelques pistes. La première thèse est que pour voyager dans l'espace, il faut libérer le ciel. La métaphysique, trop envahissante, est nécessairement le contraire de l'astronomie. L'Occident le sait, lui qui a mis des siècles à démonter la mécanique cosmique de Ptolémée. À cela s'ajoute cette colonisation des étoiles par les cosmogonies religieuses. Comment retrouver de l'infini et étendre le linge de ces fantasmes quand le ciel est surpeuplé d'anges et de prophètes? Quand Dieu est partout, le cosmonaute n'est nulle part. On le sait depuis un siècle, là aussi. Peut-être aussi que cela est dû au rapport au temps. Pour la science-fiction, le temps est prétention, annonce, énigme et avenir. Dans le monde religieux, le temps est restauration, chute, éloignement. On le remonte pour retrouver le paradis, alors que, pour le cosmonaute, on le descend pour restaurer l'énigme immense du monde. Ici, l'utopie est placée dans les temps anciens. Elle fonctionne à la nostalgie, pas à la conquête. À cet art aussi, il faut la possibilité d'un soupçon solide et légitime, grâce aux sciences, sur les origines et les fins. Dans un monde fermé, Arthur C. Clarke n'aurait pas pu faire rêver des lecteurs convaincus que l'homme descend d'un verbe. L'auteur de ce darwinisme cosmique aurait mal fini. La science-fiction ne suppose pas seulement le goût pour la technologie, mais surtout la tolérance à la fiction. En arabe, le mot se traduit littéralement par ombre, spectre, khayal, ce qui n'est pas réel, ce qui est le contraire du corps, ce qui est futile. La fiction n'a pas d'ontologie respectée, mais le statut d'une faribole. L'imaginaire dans le territoire de l'enfance du chroniqueur était certes vaste,
mais il se rétrécissait sous l'effet des propagandes religieuses ou nationalistes, là où les amours orientalistes et les champs éditoriaux le déployaient comme un exotisme d'Occident. Entre les deux, une science-fiction arabe était une impossibilité, presque autant que la basse littérature sur les ovnis ou les mystères des surhommes. Vers l'arrière, une Genèse expliquait le monde comme un acte divin, et vers le futur, le monde était verrouillé par une fin du monde, depuis longtemps annoncée. L'ascension n'était pas celle des vaisseaux, mais des âmes et des prières. Le ciel était une colonie d'anges et les étoiles un éparpillement de lumineurs. Enfin, le monde religieux est nombriliste, et on n'aime pas qu'on remette en question le royaume terre de Dieu où l'homme est logé comme le centre du monde. L'Occident le sait. La science-fiction est née quand les dieux sont tombés par terre. Dans le monde des chroniqueurs, cela n'était pas encore arrivé. La science-fiction est toujours passible d'hérésie. En conclusion, les tapis volants avaient été bien inventés il y a des siècles avec les contes perses et arabes, mais il n'a jamais osé l'hérésie du voyage vers les étoiles. Seule la mort et les prophètes le pouvaient et y gardaient le monopole de fait. Rêve ancien, écrire le manuel du cosmonaute arabe perdu dans l'espace. Dans quel sens diriger les prières? Comment faire des ablutions en orbite? Que signifie l'arabité face à l'infinité? Et que faire de la Lune quand elle ne sert pas à scander le calendrier? Donc c'était pour poser les jalons de ce débat sur la science-fiction. J'ai lu le roman de Riyad Hadir. Je l'ai fini avec beaucoup d'attention, beaucoup de ferveur, parce que il est très rare que je tombe sur des textes de science-fiction dans le monde, de la littérature, dans la production éditoriale algérienne ou arabe. On est obsédé par les origines, on est obsédé par le réel, on est obsédé par la mémoire, le rapport à l'autre, par l'histoire surtout, mais j'ai très rarement lu un roman de science-fiction. Et dans ce roman-là, j'ai trouvé les jalons d'une possibilité d'imaginer avec ludisme, avec plaisir, de sortir de la littérature militante vers la littérature qui rêve, qui donne du plaisir. Ce n'est pas parfait, mais ça pose la possibilité de développer tout un imaginaire. Donc ma première question, elle vous est adressée d'une manière directe, et elle est un peu peut-être brutale, mais dans des géographies où la science n'est pas inventée, mais subie, achetée, monnayée ou tenue à distance, où la modernité n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de ce que nous produisons tous les jours. Est-ce que la science-fiction est possible dans un univers où la science n'est pas encore possible? C'est-à-dire que, bon, déjà bonjour à tous, merci d'être là. Dans un univers, notre univers, il n'est pas limité par notre géographie en fait. Notre univers, je pense qu'on a une culture multiple. C'est clair qu'on l'a subie, on l'invente pas. Mais cette science-là de laquelle on se sert pour écrire de la fiction, elle est présente dans nos vies. C'est-à-dire, je n'ai pas prétendu que des personnages issus de notre géographie puissent inventer quelque chose. Voilà, c'est-à-dire il faut rester réaliste. Quand on regarde le présent, il faut imaginer quand même un futur qui tienne un peu la route. C'est-à-dire qu'à travers cette science qu'on subit, on peut imaginer une évolution ou une dévolution d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que c'est pas trop joyeux le futur que j'imagine pour le Maghreb, mais oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la science est présente, je pense qu'on peut se permettre d'imaginer ce qu'on veut. À partir du moment où le cœur du roman, le message à transmettre est sain et réfléchi. Non, ce que je voulais dire, je retourne peut-être ma question. Dans des géographies où l'obsession majeure est celle du passé, de la restauration, de l'âge d'or perdu, du temps qu'on a perdu, où le futur est rarement le sujet ou l'objet de fantasmes. Dans nos cultures, généralement, c'est le passé qui est le lieu du fantasme. Ce n'est pas le futur. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que cette science-fiction est possible comme genre littéraire, comme fantasme? Parce que écrire de la science-fiction, c'est pratiquer un droit de fantasme sur le futur, sachant que nous sommes des obsédés du passé. Je vous avouerai que c'est une question que je me pose pas. Parce que... Non, très sincèrement, parce que ce livre-là, c'est moi qui l'écris, c'est pas ma géographie, c'est pas mon peuple, c'est un livre que j'écris et que je propose. Après, s'il trouve son lectorat, tant mieux. Mais s'il ne trouve pas son lectorat, voilà, je vais tirer un trait dessus et puis basta. Mais il faut faire la proposition. Il faut y aller, je ne sais pas, j'ai des tas d'amis, j'ai des tas de copains, je connais plein de monde, plein de gens qui sont fans de science-fiction étrangère. Pourquoi ne seraient-ils pas fans de science-fiction algérienne, maghrébine, africaine,
Il n'y a pas de raison. Oui, d'accord. Voilà. Je ne fais pas le procès Non, non, bien sûr que non, genre, non. mais à Est-ce qu'elle est travers- possible généralement, quoi? Exact, parce que j'ai lu votre roman. Oui, Et je suis quelqu'un qui lit la science-fiction depuis l'âge de 12 ans, 13 ans à peu près. oui, pareil. On y reconnaît les grands topics du genre. Oui, oui. C'est-à-dire, Les grands tropes, ouais. exactement, les grandes, Ouais. enfin, toutes les ficelles du métier, entre Ouais, bien guillemets. sûr. Et donc, je pose la question à quelqu'un qui, apparemment, a beaucoup lu de science-fiction et qui maintenant pratique le genre. C'est-à-dire, pourquoi nous n'avons pas autant d'œuvres de science-fiction, Je ne saurais pas vous répondre là-dessus. à votre Non, avis? non, mais bien sûr, non. À mon avis, c'est un genre qui est juste dédaigné par élitisme. C'est-à-dire que si vous posez réellement la question à quelqu'un qui vous dit non, moi je n'aime pas la science-fiction, si vous lui demandez pourquoi, il sera incapable de vous répondre. Il vous répondra par des généralités. J'y crois pas, c'est des sornettes, c'est des machins qui n'existent pas. Mais pourquoi, explique-moi. Pourquoi, par exemple, Les Mille et Une Nuits, tu aimes ça, alors que c'est de la fantaisie. Et pourquoi la science-fiction, pourquoi tu refuses la science-fiction de cette manière? Il saura pas, parce que c'est un élitisme qui est admis. Il a appris ça, c'est quelque chose, c'est un réflexe, c'est une réaction réflexe. La science-fiction, c'est des ornettes, je m'y intéresse pas. J'ai eu ça une fois, peut-être même deux fois, non, oui, deux fois, lors de différentes rencontres, il y a des gens qui ont une réaction épidermique à la science-fiction. Je ne sais pas, ça me fait peur, il y a des monstres, mais non, il n'y a pas de monstres dans la science-fiction. Vous pensez à l'horreur, madame, c'est pas, D'accord. c'est pas la même chose. Et donc, voilà, donc c'est vraiment, je pense que c'est un manque d'information. Les gens ne savent pas ce que c'est que la science-fiction, mais ils la rejettent par mimétisme. Parce qu'autour d'eux, on leur dit non, c'est de la bêtise, c'est des sornettes, Oui, on s'en fout. pour ça, je suis tout à fait d'accord. Oui. Pour moi, la littérature de la science-fiction est traversée aussi par de grands, très grands noms de littérature pure. Quand on prend quelqu'un comme Dan Simmons, par exemple, c'est du chef-d'œuvre. Je veux dire, il y a de grands ouvrages de littérature en science-fiction. Mais Si je peux me permettre d'ajouter un truc, même dans les pays anglo-saxons, elle a souffert d'un dédain. C'était longtemps une littérature de niche, hein. Même dans des cultures où la science était omniprésente, où il y avait de l'industrie, où il y avait de la recherche, c'était une littérature de niche. Elle était dédaignée pendant. Il a fallu que la science-fiction investisse le cinéma pour que ça devienne un genre cool, entre guillemets. Pour que ce soit un genre embrassé, pour qu'on n'ait plus honte de dire on aime la science-fiction. d'accord. Donc c'est vraiment, je ne pense pas que ce soit une problématique ou un blocage culturel, c'est vraiment du dédain, c'est de l'élitisme. Si, par exemple, il y a un territoire aujourd'hui qui est dans la phase transitoire. La littérature et la bande dessinée en France de science-fiction se portent très bien. Mais le cinéma de science-fiction se porte très mal. Les réalisateurs de science-fiction, les scénaristes, ne peuvent pas trouver de financement. Euh, et voilà, c'est parce que le cinéma de science-fiction souffre du dédain du milieu cinématographique français. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore atteint l'étape où la science-fiction atteint leur cinéma. Nous, on est encore plus en arrière, elle n'a pas atteint notre littérature. Mais je sais pas, je suis peut-être un peu optimiste, contrairement à vous. Je ne pense pas que ce soit un blocage culturel. Je pense vraiment que c'est juste du dédain. D'accord. Si je On n'est pas encore retourne- habitué, quoi. Si je retourne ma question encore Oui. une fois autrement, j'ai l'impression enfin, pour moi personnellement, Oui. la science-fiction est la littérature de l'angoisse par excellence, c'est-à-dire l'angoisse vis-à-vis du présent. La science-fiction pose une grande question généralement quand on voit l'âge d'or de la short story américaine, je veux dire dans les années 30-40 jusqu'à les années 50 de la science-fiction toujours, Oui. c'est la question de l'autre. Que faire de l'autre? C'est la question de l'altérité. L'autre, c'est E.T., c'est l'extraterrestre, c'est le zombie, etc. Oui. Donc c'est une littérature quelque part qui exprime l'angoisse face à quelque chose qui n'est pas encore explicable. Et les 3 ou 4 textes que j'ai lus et qui se rapprochent de la thématique de la science-fiction en Algérie, dans le Maghreb ou un peu dans le monde qu'on appelle arabe, votre texte, 2084 de Boualem Sansal, et un autre, c'était un Égyptien, mais j'ai lu ça fait des années, Libanais plutôt. Et ce que j'avais vu, c'est qu'il s'agissait moins de science-fiction, comme dans Pupi, que de politique-fiction ou de théo-fiction. C'est-à-dire, on exprime une angoisse politique, une angoisse face à un avenir politique ou géographique ou culturel qui nous angoisse fortement. Alors, la question, est-ce qu'il est plus juste de parler pour nous, entre guillemets, de théofiction ou de politique-fiction plutôt que de science-fiction, sachant que des 3 ouvrages que j'ai lus, tous les 3, dans le vôtre, explorent cet avenir angoissant. La question n'y est pas qui nous allons rencontrer, celui qui vient de l'espace par exemple, mais qu'allons-nous devenir?
Et dans Pupi, c'est la grande question. Oui, C'est oui, l'angoisse de demain. oui. D'accord? Sous l'éclairage disons, d'une vieille thématique. Vous savez, la thématique de la science-fiction, c'est l'Uchronie. Et si les Arabes sont restés en Espagne? Et Pupi, c'est quelque part si le fils avait gagné. Donc, est-ce qu'on peut parler de C'est le dernier été de la raison, ça. Oui, mais est-ce qu'on peut parler de théofiction, de politique fiction, d'angoisse face à l'avenir? La seule angoisse de l'avenir, c'est l'angoisse politique. Est-ce que c'est un sous-genre? Est-ce que c'est une... Bah, écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, principalement, c'est vrai, le genre de l'angoisse. Mais vous avez parlé de l'âge d'or de la science-fiction, les années 40-50. C'est vrai qu'on s'adressait surtout à l'autre. On voulait définir l'autre, est-ce on avait surtout peur? Voilà, c'était les débuts de la guerre froide, c'était voilà. Mais après, c'était un genre en pleine évolution, c'était un genre en pleine mutation. Les années 60 et 70, avec l'émergence d'une science-fiction plus psychédélique, avec en tête Philippe K. Dick, elle ne se posait plus la question de l'autre, elle se posait la question de la perception. Philippe K. Dick, tous ses livres, hein, ils sont divers, ils posent tous la question de la perception. Est-ce que notre perception n'est pas faussée? Et évidemment, avec les événements, quand on voit les événements du monde à l'époque, la guerre du Vietnam et tout, est-ce que le méchant est celui qu'on croit être? Est-ce que l'autre est vraiment aussi terrible qu'on nous le dit? Donc oui, on retrouve ça dans Pupi. Est-ce que le méchant, c'est vraiment la population adverse? Est-ce que celui qu'on nous désigne comme impie, celui qu'on nous désigne comme arriéré, est-ce que celui qu'on nous désigne comme l'étranger, le chinois, le méchant, le sanguinaire, est-ce que c'est vraiment lui? Vous voyez? C'est-à-dire à ce moment-là, par exemple, quand on suit Mahdi, parce que Mahdi, c'est un personnage complètement paumé. Il change de cap à toutes les... Mahdi, c'est le personnage principal du roman. C'est-à-dire qu'il change de cap à toutes les... Et à la fin, il préfère se tourner vers un fantasme qui n'est pas fondé, qui n'est pas... il a aucune preuve que la direction qu'il prend existe, quoi, qu'elle est vraiment fondée. Il préfère tout laisser, tout ce qui est palpable, parce que c'est trop terrible pour lui. Il préfère aller poursuivre une idée chimérique que de se faire une raison et de vivre dans un des blocs du monde réel. Donc oui, j'angoisse pour l'avenir, mais je pense surtout qu'on doit corriger nos perceptions. Oui, mais c'est une angoisse face à une théocratie possible. Parce que ce que m'a dit le personnage principal de Pupi pose, comme tous les genres de science-fiction, c'est une mise en scène dans le futur, d'angoisse dans le présent. Oui. Et Mahdi pose il veut incarner un petit peu ces deux mondes-là. Il vient d'un monde de l'autre côté, de l'Occident, on va le nommer autrement, il est nommé autrement, oui, vers un grand Maghreb uni, mais vraiment uni pour la méchanceté, dans ce sens-là. Oui. Donc il passe d'un monde à un autre, et un monde, un Maghreb où, disons, la politique par le religieux, au nom du religieux, a installé une sorte de califat, qui est là, application stricte de la charia, prière obligatoire, où le vin devient quelque chose de très, très, très aussi nucléaire que le nucléaire. Voilà. Écouter une chanson, il faut le faire sous terre, Voilà. etc. Donc là, on est vraiment dans une angoisse mise en scène dans le futur, mais c'est votre angoisse, c'est l'angoisse de votre personnage maintenant. Oui. Donc c'est une lecture politique des angoisses de maintenant. Bien sûr. Mais le détail que vous oubliez, c'est que ce futur-là, le califat qui a été instauré, il a été instauré après la réforme théorique de l'islam. Ce qui est en train de se produire maintenant, hein, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai lu un article que voilà, il fallait réformer les hadiths. Il faut savoir une chose. Il faut savoir que les régimes théocratiques ne dérangent aucunement une certaine idée d'ordre mondial. Ce qui dérange, c'est les lois sur le business. Ce qui dérange, c'est les lois sur le commerce. Et je me suis dit qu'une solution possible pour vraiment constituer un gouvernement mondial, ce serait de réformer l'islam pour lui faire accepter certaines choses dans le domaine financier qu'il n'accepte pas aujourd'hui. Et à partir du moment où il les accepte, toutes les autres exactions sont permises, on s'en tape, on n'intervient pas. C'est un peu ce qui se passe par exemple à Dubaï, c'est un peu ce qui se passe en Arabie Saoudite. Il y a des exactions, il y a des amputations de mains, les femmes sont maltraitées, personne n'intervient. Mais on intervient là où il y a un pipeline de gaz. C'est un petit... Voilà, c'est-à-dire que tant que le business est sauf, l'exaction n'est pas punie. Et le futur du monde musulman, je le vois comme ça. Je vois un monde musulman soumis au business, mais qui est libre comment dire,
qui sera libre de commettre toutes les méchancetés, toutes les horreurs qu'il veut, au nom d'une religion fantasmée et une religion d'État. Ce qui m'emmène à la troisième question. Bien sûr. C'est dans ce cas-là, quelle est la différence entre un roman de science-fiction et un roman satirique de son propre réel? Est-ce que votre roman serait plus à rapprocher d'un écrit de Voltaire ou d'une sorte de parodie ou de parabole dans le genre de Gulliver, etc., ou de la science-fiction d'Arthur C. Clarke, de l'auteur Dubic ou d'autres? Est-ce que vous n'êtes pas plus dans la satire, dans une sorte de relecture quasiment analytique du présent, plutôt que dans un exercice fantasme libre sur l'avenir? Complètement. C'est une satire dystopique. Il y a pas, je m'en suis jamais caché. C'est une satire. Mais bon, pourquoi la science-fiction? Parce que la science-fiction, elle offre un certain détachement. Quand vous parlez à une personne de votre entourage, de problèmes que vous avez avec son comportement, avec sa religion, avec sa culture, avec ses traditions, voilà. Cette personne-là va se mettre sur la défensive. Cette personne-là va vous attaquer. Cette personne-là va refuser de discuter avec vous. J'ai raison, mon dogme a raison, arrête de me parler. Mais mettre ça dans le futur, adopter un ton un peu humoristique, un peu léger, ça permet de provoquer un certain détachement. Vous voyez, quand vous évoquez l'absurdité d'un certain comportement, la personne aura peut-être mieux tendance à l'accepter si c'est pris sur le ton de la rigolade, quoi. Je ne sais pas. C'est peut-être plus... Enfin, c'est mon expérience, moi, après. Oui, mais voilà. J'ai rarement vu des radicaux rigoler. Non, ce que je veux dire... Mais des radicaux de tous les bords, hein. Oui, oui, mais j'ai des radicaux. Voilà, ok. Donc, De tous c'est les vous bords. qui signifie. Ah, je signifie rien du tout. Tout va bien. Non, ce que je voulais dire, Ouais. et on revient encore à ce statut de la fiction et de la possibilité, de la tolérance à la fiction en règle générale. Oui. Vous ouvrez la presse, vous me parlez de cette possibilité de pouvoir convaincre quand on recourt à la fiction. Mais on est aussi dans des périmètres où il faut se l'avouer que la fiction n'est pas tolérée. Elle est à la limite du quelque chose d'accepté. C'est-à-dire la fiction n'est pas acceptée comme fiction. C'est le propre de tous les régimes qui sont totalitaires ou qui veulent l'être. Je veux dire, cette surveillance, ce commissariat politique sur la fiction. Donc, vous pouvez dire que, penser, et je le pense aussi, que l'artifice de l'écriture permet de passer à autre chose, ou de faire passer des idées, ou de désamorcer des tensions possibles entre vous et l'interlocuteur. Mais aussi, on est dans des périmètres où vous allez écrire de la science-fiction, et peut-être que ce ne va pas être accepté. Pourquoi? J'imagine votre roman traduit en arabe. Et Pourquoi pas? non, mais j'imagine votre roman traduit en arabe et quel impact quand il sera lu par des gens qui ne croient pas à la fiction. C'est cette question que je vous pose. Eh ben, ces gens-là ne sauront pas ce qu'ils perdent, déjà. Et non, mais... Vous Écoutez, voyez ce que je veux dire? Bien sûr, tout à fait, tout à Le fait. statut de la fiction, il est La quand fiction, même assez... la fiction, c'est vrai qu'elle ne, comment dire, qu'elle ne se complaît pas dans un climat totalitaire. Mais elle fait partie de notre culture, hein. C'est-à-dire dans notre folklore, les contes ont toujours été des allégories pour des questions sociétales, des questions réelles, des questions familiales, des questions... Je vois pas pourquoi on se censurerait pour plaire à une certaine idée de la bienséance. Ça m'intéresse pas. J'ai envie d'écrire un récit de fiction pour parler de problèmes sociétaux actuels, je le fais, et voilà, si ça plaît pas à quelqu'un, il a qu'à se casser, puis c'est tout. Non, je comprends. Oui, non, je voilà, comprends. c'est- C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des concessions à une Bien sorte sûr, tout à fait. Oui. d'église de la pensée, mais en même temps, il s'agit aussi de réfléchir... Mais il y aura quel- toujours, mais il y aura toujours des opposants. Exact. Quoi qu'on écrive, il y a toujours quelqu'un qui viendra vous dire, ouais, ça me plaît pas parce que moi, je pense que ceci, cela. Eh ben, écoute, pense ça, qu'est-ce que je te dise? Il est libre. Oui. Voilà, et puis c'est tout. L'important, c'est que ce ne soit pas une initiative isolée. L'important, c'est que ça se fasse en force. C'est que l'écriture se fasse, voilà, de plus en plus, voilà, que ce soit pas oublié. Vous m'avez posé tout à l'heure la question, est-ce que Oui. vous avez aimé le roman ou pas? Je vous ai dit que je vais répondre durant le... D'accord. D'accord. Moi, j'ai aimé le roman. J'ai aimé sa force, j'ai aimé son audace. Merci. Je n'ai pas aimé sa surcharge. J'ai cette impression que vous avez énormément aimé ce genre. Et Ok. et il y a trop de... il y a trop de richesse. C'est-à-dire on peut faire éclater, plutôt récupérer certains segments pour en faire autre chose par la suite. Ça, c'est mon avis de lecteur, enfin, d'amateur de science-fiction. Mais j'ai aimé ce roman à partir du chapitre 3, pas avant. Ok. C'est à l'exact moment où cet être bâtard culturellement, qui revient de l'Occident parce qu'il a perdu sa mère, elle est morte, il passe par une école, on en fait quasiment une sorte d'hymne au retour parce qu'on veut s'en débarrasser à l'aéroport. C'est vraiment
l'occidental qui n'est pas de souche et qui revient vers sa souche originale. Donc, on comprend. Donc, c'est une mise en place de l'univers du roman. Mais ce que j'ai aimé, ce que j'ai trouvé brutal, c'est par là où ça tient le lecteur par le cou, c'est au moment exact où il atterrit à l'aéroport. Au moment exact où il y a je dirais pas choc culturel, mais bon, il n'y a pas d'autres expressions, Oui, c'est ça. où il commence à replonger. Ce qui m'intéressait, ce qui m'impatientait, c'était de vous voir décrire ce Maghreb du futur. Ce qui se passait en Occident, son ultra-capitalisme, la marchandisation de la culture, de l'éducation, etc., ça ne m'intéressait pas. Par contre, voir Mahdi débarquer dans un aéroport et tout le processus qui s'ensuit, c'est-à-dire on lui apprend la prière, la circoncision, Ouais. le rapport à la femme, etc., c'est ça ce qui m'intéressait. Personnellement, j'aurais voulu lire le roman de ce Maghreb du futur, qui est très angoissant. Bah, enfin, bon, il y a beaucoup d'éléments dans votre question. Le premier, c'est que effectivement, il y a un univers étendu. Et que je me suis retenu et que j'ai retiré beaucoup d'interludes pour en faire des nouvelles. Qui peut-être paraîtront un jour, je ne sais pas. Et, mais en fait, la narration éclatée, moi, c'est une préférence personnelle. Vous, en tant que lecteur, vous avez trouvé ça surchargé, c'est tout à fait votre droit. D'autres lecteurs m'ont dit que c'était très dense et que ça allait changer et qu'ils ont apprécié ça. Vous voyez, on peut pas faire plaisir à tout le monde, c'est difficile d'être sur tous les fronts, quoi. Non, non, ma remarque était celle de l'avare. C'est-à-dire que j'aurais voulu que vous gardiez d'autres choses pour d'autres livres. D'accord. Et bon, et pour ce qui est du Maghreb, alors il débarque au Maghreb, Mahdi. Il remarque les différences déjà à l'aéroport. Il se dit, je suis pas chez moi, qu'est-ce qui se passe? Mais quand on plonge dans ce Maghreb-là, on remarque que la marchandisation existe, elle est toujours là. Oui, elle est juste rebrandée. C'est un terme de com. Ouais, elle est halalisée. C'est l'image de marque qui est changée. Mais le produit est toujours là. Il a été renommé, il a été rebrandé, il a été. Les produits sont les mêmes. Ils sont juste, ils ont juste été repensés pour un public différent. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Si vous allumez votre télé et que vous regardez les chaînes arabes, il y a un matraquage de pub assourdissant, comme sur les chaînes européennes d'ailleurs. Moi, je remarque que c'est la même chose. On est en train de me vendre les mêmes trucs. On est en train de me vendre les mêmes produits dégueulasses. On est en train de me... Simplement, ça s'adresse à un autre public. Ça parle arabe, ça danse orientale, ça... C'est juste c'est vraiment du rebranding. C'est un terme de communication. Mais très sincèrement, le futur, je le vois comme ça. Ça ne changera pas. On essaiera toujours de nous vendre des choses en s'adressant à notre culture. Oui, En s'adressant à notre religion. À ce moment-là, le Maghreb est complètement sous la chape d'une religion étatique et tout. Eh ben, on va passer par ce biais-là pour lui vendre des choses. C'est-à-dire que les différences, elles sont superficielles. Dans le fond, le monde n'est pas si différent que ça. oui. On essaie tous de faire des affaires, on essaie tous de faire du business, on essaie tous de... C'est vrai, c'est ce qui a fait que lorsque j'ai terminé votre roman, je me suis souvenu d'un autre roman dans le même genre, c'est 2084 de Boalem Sansal. Oui, c'est une théocratie, ça. Oui, exactement. Mais on est toujours d'abord dans cette prospection du futur, dans cette angoisse du présent qu'on met en scène par le futur. Il y a aussi cette déliquescence du personnage qui est en train de se perdre, qui passe d'une sorte d'adhésion quasiment radicale aux dogmes locaux, au politiquement correct local, et puis qui finit par se heurter aux contradictions et qui finit par vouloir se libérer et qui le paye de manière très, très brutale. Donc on est toujours dans ce cycle-là, et c'est un cycle qui n'est pas anodin. Je pense que c'est un cycle qui touche pas uniquement des personnages de romans, il touche à beaucoup de choses de l'autre côté, comme des gens qui vivent ici. Je voulais venir à une autre question. Écrire de la science-fiction, quand on écrit un roman, ça suppose des petites ficelles. C'est des petits artifices qu'on utilise pour l'écriture. Mhm. Une des grandes ficelles de la science-fiction, pour moi, à mon sens, c'est le démantèlement des habitudes. C'est-à-dire, vous savez, dans le genre, depuis les années 40 aux États-Unis, c'est là où on se surprend. On prend le mot bonjour, vous allez bien. Et dans un monde futur, on ne dit plus bonjour, on ne dit plus monsieur, on dit ma personne, Voilà. etc. Et donc, la science-fiction, elle procède par dépaysement. Et tout l'art, c'est de créer ce dépaysement. Donc, on change tout ce qui est autour, tout ce qui est habituel, on en fait quelque chose d'inhabituel. C'est les petits objets, etc. Ça vous a demandé combien de travail pour imaginer des biens de consommation différents, des outils différents, des objets de la quotidienneté qui sont différents. C'est ce qui fait d'abord, d'ailleurs, la beauté de
de la science-fiction. C'est d'imaginer des choses que dans 20 ans, on va les créer. Déjà, c'est ludique, c'est un plaisir. Justement, c'est ce plaisir dont je voudrais que vous parliez. En fait, pour ce qui est des termes, par exemple, on dit plus monsieur, madame, on dit ma personne, c'était prévisible. Avec toutes les réformes sur le genre, sur le sexe en Occident, c'était une question de temps. D'ailleurs, au Québec, on n'a plus le droit de dire monsieur et madame. C'est décrété, c'est officiel. Et j'ai vu ça, il doit y avoir de ça 2-3 mois. La décision a été prise. Donc, on est vraiment pas loin de la réalité. Pour ce qui est des objets, vous savez, moi, je suis quelqu'un je m'intéresse à tout, je suis curieux de tout. D'ailleurs, j'ai un copain qui m'a dit une fois en rigolant, tu as le savoir le plus inutile qui existe. Voilà, tu retiens des choses qui servent à rien. Et à force de suivre les évolutions de tout ce qui est objet électronique, tout ce qui est objet qui nous entoure, on en vient à prévoir, on se dit tiens, voilà, l'étape suivante, ça va être ça. Ça vient naturellement. Donc, très sincèrement, c'est peut-être l'aspect qui m'a demandé le moins de travail. Et le plus amusant d'ailleurs. Ouais, c'est très amusant. Parce que tout est dans le démantèlement aussi de la langue d'écriture. Il y a 20 ans, l'expression « je vais l'écrire sur mon mur » n'avait aucun sens. 20 ans plus tard, on peut dire « j'écris sur mon mur ». Et dans 20 ans, on dira je vais publier une branche Lifester. Exactement. Donc, c'est ce qui est fascinant aussi dans la littérature de la science-fiction en règle générale, dans ce roman en particulier. C'est-à-dire là où vraiment la fiction touche le langage, ne touche plus la thématique, elle touche vraiment le langage. Oui. Et c'est ça ce qui est aussi fascinant et c'est ce qui est aussi plaisant dans votre roman. Ça, c'est un thème qui est universel à la science-fiction. On retrouve ça dans 1984, la nouvelle langue, on retrouve ça dans Orange Mécanique, on retrouve ça... La langue évolue. La langue, c'est peut-être l'aspect culturel le plus protéiforme. Elle n'arrête pas d'évoluer. On a une culture, on a un folklore, souvent ils sont peut-être figés dans le temps. La langue n'arrête pas de changer. C'est une évidence pour moi, c'est pas... voilà, c'est... je vois pas trop comment l'expliquer. En fait, j'ai pas réfléchi à ce point-là, là-dessus. Hein. Ouais, mais voilà. Pour moi, c'est le plus amusant. Oui, c'est marrant. C'est là où on réfléchit le moins, c'est là où on est le plus dans le... Je voulais arriver à une autre question, peut-être. Actuellement, je pense que vous suivez, comme beaucoup ici, le débat sur les données individuelles, leur utilisation par le commerce, l'audition de fondateur de Facebook par le Sénat américain. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Il y a même un projet de loi en Algérie sur Internet, sur tout ce qui est électronique, etc. Il y a dans le monde la naissance de quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la circulation des biens, même du bien immatériel, etc. Il y a une sorte de commissariat politique universel qui est en train de naître, avec tout ce que vous utilisez sur Facebook peut être analysé, peut être vendu ou donné à un commerçant, ou peut être vendu ou donné à un politicien pour influencer des élections. Ce qui j'ai l'impression, n'est pas très visible dans Pupi, c'est tout l'enjeu majeur d'Internet et pour le futur, parce qu'il s'agit quand même de quelque chose, c'est un grand nœud en Occident, c'est un grand débat en Occident, mais c'est aussi un grand débat pour les libertés du futur. Un califat maghrébin ne peut pas se construire sans tuer la liberté d'Internet, sans tuer la liberté, l'accès libre à Internet, etc. Donc je voulais savoir, est-ce que vous avez... Pourquoi Internet n'est pas trop visible dans Pupi, ou est-ce que vous voulez en faire un sujet par la suite? Non. Ou est-ce que c'est un sujet de réflexion? Alors en fait, on ne peut pas se poser la question de Mark Zuckerberg devant le Sénat américain sans se poser la question de la neutralité du net. La neutralité du net a été annihilée il y a quelques temps. Il y a eu un vote. La neutralité du net, en gros, c'est ce qui vous permet d'avoir le même débit quel que soit le service que vous utilisez. Voilà. Elle a été annihilée il y a quelques temps. Par un type qui s'appelle, il est d'origine indienne, Ajit quelque chose, je sais plus comment il s'appelle. Et quand on voit que ce type-là soutient des initiatives comme celle de Elon Musk, qui veut installer un maillage de satellites pour fournir du net à très bas prix à toute la planète. Quand on voit que ce type qui ne soutient pas la neutralité du net soutient des initiatives pareilles, on peut se poser légitimement la question, pourquoi? Pourquoi le type veut censurer Internet et en même temps il supporte une initiative globale? Après, on se pose la question, Zuckerberg, il est devant le Sénat américain. Pourquoi Google n'y est pas? Eux aussi, ils récoltent des informations. Eux aussi, ils vendent des informations. Pourquoi Google n'y est pas et Zuckerberg y est? C'est très simple, parce que l'Internet est en train d'être uniformisé. Et à mon sens, il s'appellera plus Internet. Il s'appellera Lifester. C'est Internet est présent, sauf qu'il s'appelle autrement. Oui, oui.
Voilà, c'est tout. Et à un moment, on n'aura plus la diversité qu'on en aura plus de sites internet, on n'aura plus de blogs, on n'aura plus de. Il y aura une plateforme qui nous permettra d'aller sur le net, qui nous permettra de regarder des films, qui nous permettra de communiquer, qui nous permettra de. Elle sera bien régie et évidemment l'accès sera facile et contrôlé. Oui, parce que La multiplicité des services assure une neutralité du net. Quand le service est unique, la neutralité n'existe plus. C'est-à-dire que quand on connaît tous ces petits détails là on arrive à prédire une certaine évolution. Je peux me tromper totalement. Mais à mon sens, l'uniformisation du net va aboutir vers un produit. Ça va plus s'appeler Internet. On va s'arranger pour nous vendre un Internet obsolète. Pour nous dire Internet c'est fini, il faut basculer vers autre chose. Et ce sera peut-être ça. oui, je vous pose la question parce qu'il s'agit aussi d'un des produits ambigus, c'est-à-dire entre le nord et le sud. Quand vous voyez maintenant les mouvements les plus radicaux, les plus fascistes, utilisent Internet, utilisent cette liberté-là, mais pour accéder vers des pouvoirs où le premier acte serait de mettre fin à toutes les possibilités de liberté d'expression pour les autres. Moi, ce qui m'avait fasciné aussi dans votre roman, c'est cet usage de la technologie, cet usage hybride de la modernité. C'est-à-dire à la fois on y recourt, mais en même temps on la halalise. Il faut qu'elle soit de notre périmètre, de notre géographie culturelle, etc. Le vernis halal dessus. Le vernis halal, etc. Et ça, c'est un aspect c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, j'ai parlé de surcharge, peut-être le mot est trop dur. En soi, c'est un thème magnifique. C'est-à-dire comment on arrive à croire transformer les objets qu'on achète pour en faire des produits culturels locaux. Il y a quelque chose que vous évoquez ici, je ne sais plus lequel, non, où juste on a ajouté quelque chose pour dire que ça a été produit par nous. C'était des bonbons, on les a revendés, on a changé le nom, alors que c'était les mêmes produits dégueulasses. Et ça, pour moi, c'est un aspect, c'est une thématique extraordinaire. Elle peut être exploitable pour vraiment pour une analyse du réel, pour une analyse universitaire, mais aussi pour une fiction extraordinaire. Parce qu'on y est. Quand on voit maintenant dans les débats dans la presse islamiste, etc., ou dans la presse un petit peu populiste plutôt qu'islamiste, ce débat sur le halal, sur le bonbon halal, sur le fil, je sais pas moi, chirurgical halal ou pas, ou sur, etc. Et ça, c'est extraordinaire. On est en plein délire. Et ce délire-là, il y a une partie de ce roman qui le traite. Et c'est la partie qui m'a le plus plu. Merci. Très bien. Non, c'est que, donc, pour la question, comment vous y réfléchissez sur le religieux en tant qu'écrivain, pas en tant que. Ok. Le discours religieux plutôt, sur les propagandes au nom du religieux, parce que tout cela, on le retrouve dans Bien ce sûr. Maghreb du futur. D'ailleurs, quand on lit la 4e de couverture, le livre parle 2 fois. Et ben, je vous assure qu'il n'y a pas un passage de ce livre qui ne parle pas 2 fois. Et pas uniquement 2 fois religieuses. Quand vous voyez un personnage comme Séverine Merakchi, par exemple, c'est une personne qui a fait de son travail, de son domaine d'activité, une vraie religion, une vraie foi. Elle s'érige elle-même en tant que prêtresse de cette religion. Exact. Elle veut élever le domaine à un niveau inégalé. Pour ce qui est du religieux, moi, comment je le vis, comme pour toutes les fois, il y a une manière de pratiquer le religieux saint. Moi, j'en suis convaincu. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas le sentiment religieux, le problème, c'est le fanatisme, c'est la radicalisation. Pas uniquement chez les musulmans, hein. On peut avoir un athée violent, hein. C'est pas du jamais vu. On peut avoir un publicitaire violent. Vous voyez comment elle a éliminé le concurrent, Oui, là, et bien tout, sûr. voilà. C'est juste une question de foi dévoyée. Je crois en mon métier, mais en même temps, il y a des sentiments contradictoires, l'égoïsme, l'égocentrisme, le refus de l'autre, le refus d'une autre vision de la foi que la mienne, qui fait que je deviens violent, qui fait que je deviens radical, qui fait que je deviens intégriste, et qui fait que je tue des gens, ou que je les violente, ou que je leur montre des sales coups, ou que voilà. Ce n'est pas forcément le sentiment religieux qui est à la base de tout ça. Non, je parlais surtout de votre intérêt Oui, c'est ma pour vision pour le corpus et pour toute cette matière qui circule au nom du religieux. Je parle de journaux, label halal, Oui, ça, c'est... discours politique, vestimentaire, Ça, c'est- habits, oui, etc. ça, c'est etc. ce que Parce je que c'est ce qui meuble ce roman, c'est ce qui fait sa chair pour moi, c'est cet univers-là, cet univers du Maghreb, du futur très angoissant, il est meublé, ou démeublé par cette... alors, il faut trouver peut-être un mot, pas religieux, pas bigot, pas populiste, mais un mélange des trois peut-être. Ouais, il faudra peut-être trouver un néologisme. Ouais. On va bûcher dessus tout à l'heure, si vous voulez, ce serait... Ouais. D'accord. Non, mais en fait, c'est le vernis halal. Ouais, Tout c'est ça, exactement, c'est vraiment le vernis halal. Et des vernis, il y en a plein. C'est des signes d'appartenance. Vous avez des communautés. Et il faut s'habiller d'une certaine façon, il faut parler d'une certaine façon, il faut manger certaines choses, il faut consommer certains produits,
pour pouvoir prétendre appartenir à cette communauté. Aujourd'hui, euh, dans l'islam actuel, un peu, on va dire, afghanisant, entre guillemets, tout est basé sur le paraître. Je récite des hadiths à longueur de journée, j'ai une sibha dans la main, je m'habille d'une certaine façon, je me rase les moustaches et je garde la barbe. Bon, c'est vraiment juste des signes d'appartenance, c'est comme un gang. Mais ces mécaniques-là, pas les mêmes aspects, mais les mécaniques, on les retrouve partout. Dans le monde je sais pas, même dans les milieux les plus branchés. Il faut s'habiller d'une certaine façon, il faut dire certaines choses, il faut se coiffer d'une certaine Les façon. codes. Voilà, c'est vraiment, ce sont des éléments qui encouragent notre adhésion à un groupe. Et rien d'autre. C'est la grégarisation de la religion, si vous voulez. Il y a aucun sentiment religieux derrière, réel, concret. Oui, c'est ce qu'on voit dans le Voilà, pays ouais, aussi. voilà. C'est une mise en scène quasiment nationale. Quasiment. Il y a dans votre roman 4 géographies, grosso modo. Oui. Il y a l'Occident, en règle générale, on peut appeler l'Europe, ou enfin qui s'appelle plus l'Europe, mais L'Union autrement. occidentale. Il y a cette Afrique subsaharienne qui est devenue un espace quelque part Mythique. mythique, parce que cette idée elle est aussi fascinante. C'est un sous-continent où c'est la moitié ou les 3 quarts d'un continent qui disparaissent parce qu'il y a une guerre entre Chinois et Occidentaux pour les ressources. Il y a une troisième géographie, c'est ce Maghreb du futur, ce Maghreb angoissant. Il y a une quatrième géographie, c'est ce qu'on dit le pays kabyle, le pays des Kabyles, le pays amazigh, parce que les trois n'arrivent pas à se... La Grande République amazigh. Exactement, la En grande fait, non, mais ça République dépend. Non, mais en fait, c'est des appellations qui. C'est-à-dire, eux, ils ont choisi dans le roman, ils ont choisi leur appellation. Ils ont eu leur indépendance. C'est un territoire complètement indépendant et autonome. Et après, bien évidemment, les Maghrébins, pour se moquer d'eux, ils vont leur donner des petits sobriquets. Le pays kabyle, chez les Kabyles. Voilà, c'est. Mais en fait, dans le roman, ce qui va se passer, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est que à partir d'un moment, il va y avoir des tensions internes. Parce qu'il va y avoir des Amazirs qui vont s'estimer plus Amazirs que les autres et qui vont décréter qu'ils ont plus de droits que les autres. Et ça, je l'ai constaté de visu. Moi-même, ma belle famille est kabyle. Je l'ai constaté de visu. Selon le village d'où on vient, selon la région d'où on vient, on s'estime plus kabyle qu'un autre. Et le kabyle s'estime plus amazigh qu'un autre algérien. L'algérien s'estime plus maghrébin qu'un autre maghrébin. Le maghrébin est à 1000 lieues de l'africain subsaharien, et ainsi de suite. On a toujours quelqu'un sur qui taper. Ouais. Voilà, c'est juste pour faire suivre cette logique-là, et pour introduire l'arc de la contrebande là, que je trouvais comique. Il y a une contrebande entre la République kabyle et la République enfin, Et qui n'est plus une République, voilà. le califat, sur l'huile d'olive et sur beaucoup de choses. C'est là aussi que c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord. Je n'aime pas quand ça se rapproche trop enfin, quand la satire devient un discours sur le présent. Oui. Moi, personnellement, ça me met mal à l'aise. C'est-à-dire, D'accord. l'allusion devient trop directe. Par contre, là où c'était extraordinaire, c'est la description de cet enfermement-là. Oui. C'est-à-dire comment cette liberté réclamée par une petite géographie pendant des décennies, sinon des millénaires, devient un fruit empoisonné. Je veux dire, se retourne contre ceux-là même qui Voilà. la payent d'abord. Oui, Par exemple, du côté des femmes, qui la payent de manière c'est eux les premières excessive. victimes. Hein, c'est eux, Exactement. voilà. Donc, et j'en viens justement aux personnages féminins de ce roman qui sont... Alors, ils sont pour moi plus attachants que les personnages masculins. Franchement, Mhm. Khaled, c'est le personnage qui est quand même assez costaud, mais les femmes sont beaucoup plus, peut-être parce qu'elles sont dessinées indirectement, parce que peut-être que quand elles sont en situation, elles sont toujours en situation difficile, donc qui engagent vraiment alors, parlez-nous de vos personnages féminins. Bon, c'est l'écriture qui incite à l'empathie aussi, c'est normal parce que il suffit d'ouvrir les yeux, les femmes vivent des conditions difficiles chez nous. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Mais Hiba, par exemple, qui est on la découvre petite fille, après elle devient adolescente, elle refuse tout ça. Elle cache, elle refoule, elle ne parle à personne, elle sourit, Sacrifie une elle vraie affiche, oui, elle sacrifie une vraie passion, elle affiche un air heureux et satisfait de cette vie qui l'entoure, mais en fait, tout ce qu'elle veut, d'ailleurs, elle s'embarque à la première occasion venue, elle s'embarque dans une aventure. Fuit. Oui, elle fuit, de laquelle elle ne connaîtra pas
Elle ne connaît pas le dénouement à l'avance, hein. Elle ne sait pas si c'est sûr, elle ne sait pas si... Voilà. Après, il y a l'autre pendant, il y a Molkher, qui est... c'est une petite caricature aussi, je me suis fait plaisir. C'est la néo-orientale par excellence, celle qui meuble son petit chez-soi avec du doré, celle qui aligne les bijoux, les bracelets, celle qui regarde des programmes de cuisine, et qui refuse, quelque part par sa soumission, de revendiquer sa condition de femme. Parce qu'elles existent. On n'en parle pas de ces femmes-là. On parle que des femmes qui se battent. On parle pas des femmes qui ont perdu le combat, qui se soumettent et qui ont tout oublié. Ça m'a paru important d'inclure les deux pendant. Non, je suis tout à fait d'accord pour Voilà. ça. Il y a une catégorie je veux dire, de femmes qu'on met en scène, qui sont en scène parce qu'elles se battent, Oui, oui. et qu'on retrouve, ce sont des topics qu'on retrouve dans Héroïne. dans la littérature en règle générale maghrébine ou arabe. Et puis il y a la figure, c'est vrai, dont on parle peu, c'est peut-être la prisonnière qui ne peut envisager sa liberté que lorsqu'en devenant elle-même gardienne de la prison. Exactement. Voilà. Et qui sont et il y a effectivement des personnages Ouais. dans ce roman-là qui sont aux antipodes Oui, oui. les uns des autres. Parce que le monde est fait de... Il y a tout un panel de... Voilà, c'est... Le monde n'est pas binaire, quoi, en fait. Ah, si, halal et haram. Ça, c'est pas le monde. Non, mais ça, c'est pas le monde. Ça, c'est pas le monde. Ça, c'est une espèce de prétention. Non, ça, c'est pas le monde. Oui, bien sûr. Il faut être honnête, c'est pas binaire. C'est pas... Je parlais tout à l'heure de 4 géographies, je crois que j'ai oublié une. Oui. C'est celle du Sahara. Enfin, vous savez, toute la géographie de la fuite du Oui, trio. oui, là, avec le groupe, là. Exactement. Ouais, ok. Et est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que c'est le seul espace qui est assez surprenant, inattendu plutôt. Inattendu. Bah, en fait, je parle d'un groupe, je vais pas dévoiler les tenants et les aboutissants de l'arc, mais c'est un groupe qui est connu par pour sa soif de liberté, et qui, paradoxalement, piétine le principe fondamental de sa vie tel qu'on le connaît aujourd'hui, en se cachant sous terre, pour justement conserver cette liberté. C'est-à-dire que des fois, s'attacher à des pratiques vous emprisonne. Mais piétiner ces mêmes pratiques-là qu'on croyait inscrites dans notre folklore, inscrites dans notre culture, ça vous permet peut-être justement de vous échapper et de revendiquer votre liberté de manière plus efficace. C'est un peu ce paradoxe-là que j'ai voulu traiter avec ce groupe de gens qui sont, voilà, Justement, qui sont à la base nomades et qui, voilà. Voilà. mais ça on revient sur la question fondamentale de ce roman. Oui. Il y a 5-6 personnages qui aboutissent plus ou moins, sauf vers la fin pour les 3, à la même conclusion. La liberté, elle coûte cher, on l'a brièvement, Oui. et elle peut pourrir très vite et se retourner contre soi. Oui. Il y a dans ce roman plusieurs projets de liberté ou de libération qui n'aboutissent pas. À la fin, il y en a peut-être 3, on ne va pas dévoiler l'intrigue, il y en a 3 qui arrivent à une sorte de liberté et qui est peut-être un accident. Donc, ça pose cette question-là. Est-ce que, dans ce roman, est-ce que vous avez exprimé toute votre angoisse future sur les libertés qui peuvent tuer, qui peuvent emprisonner, qui peuvent être un idéal, mais dès qu'on les accroche, c'est comme le fruit qu'on regarde, et puis dès qu'on l'a en main trop longtemps, il pourrit. Est-ce que l'enjeu de la liberté vous angoisse? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut se retourner contre nous? Oui, c'est déjà le cas. Si vous décidez un jour de transgresser une règle non écrite, dehors, en public, en famille, ça va se retourner peut-être contre vous. Il va y avoir des répercussions, vous n'allez pas vous en sortir indemne. Mais bon, en même temps, quelque part, si on peut pas se battre pour notre liberté, pourquoi on se battrait? À quoi rimerait la vie si on se battrait, si on se battait pas? Voilà, donc oui, des angoisses j'en ai. J'ai pas tout mis là-dedans. Mais oui, si, non, mais par contre, j'ai pas eu la prétention de proposer des solutions finales. J'ai pas dit voilà comment on doit faire. Ça m'intéresse pas de proposer des solutions parce que j'estime que je suis pas qualifié pour ça. Je propose mon idée. Moi, voilà ce que je ferais. Et après peut-être qu'il y aura d'autres auteurs qui vont proposer leurs solutions aux problématiques qui nous entourent et ainsi de suite. Et puis voilà, de toute façon, du débat naît l'étincelle. Il n'y a pas de secret. Personne ne va proposer une solution miracle, ni vous, ni moi, ni personne. Voilà. Oui, je suis angoissé, oui.
Non, c'était la dernière question, parce que si j'en pose 3 autres, on va dévoiler tout ce qu'il y a dans le roman. Oui, donc, c'est pas faux. Donc, si vous voulez poser des questions. Bonjour. Alors c'est Karim Sidiatallah. Moi je voulais juste, bon j'ai pas encore lu ton roman, regarde. Je voulais juste parler de 2 points dont vous avez, Kamel Daoud toi spécialement, tu l'as fait, par rapport à la définition de la science-fiction. Moi je pense que ce n'est pas seulement une angoisse de l'autre dans le futur. Enfin, ça peut être ça, et ça peut être aussi une anticipation sur un avenir meilleur ou pas. Par exemple, il y a plein d'auteurs de science-fiction qui sont partis sur une anticipation vers un avenir meilleur. L'un des précurseurs les plus connus, c'est Jules Verne, par exemple. Et puis un deuxième point, c'est par rapport à l'acte de créer. Sous le régime totalitaire, il n'y a pas que le fait de créer, de faire de la science-fiction qui est difficile. En fait, tout acte de création artistique libre est difficile. Quel que soit le régime totalitaire, hein, musulman, communiste, capitaliste. Sur le premier point, ça s'adresse plus peut-être à Kamel Daoud, mais juste Jules Verne en fait, il était très impressionné par la révolution industrielle. C'était une période très optimiste pour l'Europe de l'époque. Donc obligatoirement, il va imaginer un monde meilleur. Il n'est pas encore dans les contre-coups de la science, dans les contre-coups de l'industrie. Ce qui fait que maintenant, quand on relit un livre de Jules Verne, ça a des qualités littéraires indéniables, mais ça a très mal vieilli sur le niveau des prédictions. C'est-à-dire qu'il était optimiste parce que c'était quelque chose de nouveau. Et on retrouve ça, par exemple, dans les toutes premières manifestations de SF aux États-Unis, les années 20 et tout. C'était aussi, il y avait une bonne moitié, on va dire, de science-fiction optimiste. Maintenant, on est peut-être moins optimiste. Et sur le deuxième point, moi, ce que j'avais dit, peut-être que je me suis mal exprimé, c'est que ce n'est pas la science-fiction, c'est la notion de fiction. C'est-à-dire, c'est le fait de rêver, de créer, que ce soit dans des régimes totalitaires, généralement, c'est pas très accepté parce que c'est un exercice d'abord de dissidence, de liberté, de contestation, etc. Donc la fiction, ce que je disais, c'est que la fiction n'était pas très tolérée dans des régimes fermés. Depuis toujours, depuis Platon. Le poète, ce n'est pas le bon citoyen de la cité. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment à la limite. Et ce que dit Liat, effectivement, à propos de Jules Verne et d'autres, c'est aussi le siècle européen du positivisme. Je veux dire, vraiment, on croit que demain. Mais vous dites qu'on peut imaginer des choses positives. Oui, mais pourquoi? Parce que le présent est négatif. D'accord? Donc on est toujours là. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des grandes thématiques, il y a des grands topics de la science-fiction qui sont très très bien illustrés par la short story américaine dans le genre. La rencontre avec l'autre. Il y a une belle série, 30 volumes à peu près, éditée en France, Histoire d'extraterrestres, Histoire de l'autre, Histoire... Et c'est extraordinaire parce qu'on réunit les petites nouvelles par thématique. Et ce qui revient, c'est l'histoire de l'autre. C'est la rencontre avec l'autre. C'était la guerre froide, c'était l'autre comment il est. Et c'est vrai, ce que dit Léa sur le fait que par la suite, c'est la perception qui est interrogée, comment on perçoit ou pas. Donc la science-fiction, c'est quelque part la mythologie, comme la mythologie grecque qui était celle des cieux, mais là c'est autrement exprimé. Donc pour moi personnellement, c'est vraiment l'expression de l'angoisse du moment, du présent, et qui est mise en scène, je le dis encore une fois, par le futur. Donc il ne s'agissait pas de science-fiction exclusivement. Toute la fiction, d'ailleurs, ce que moi vous savez comment on perçoit, comment on traduit ilm al-khayal, ou khayal ilmi. On est vraiment dans al-khayal, on est dans l'ombre, on est dans ce qui n'est pas matériel, on est dans ce qui est secondaire par rapport à l'waqi', l'imaginaire. Et ce statut de l'imaginaire est assez frappant. Donc il faut peut-être qu'on y réfléchisse. Que vaut l'imaginaire dans nos sociétés? Ça, c'est une réflexion propre, hein, elle n'est pas liée au roman Pipi. Mais pourquoi l'imaginaire est déclassé? Pourquoi on dit que ce n'est pas vrai? Parce que ce n'est pas plausible, parce que ce n'est pas réel. Et en même temps, on croit réel des choses qu'on n'a jamais vues. Ce qui est extraordinaire. Vous voyez, vous avez, je ne sais pas, il y a le film de Mazak Aloua sur Enquête au paradis, où il parle un petit peu il fait l'entretien de plusieurs personnes en Algérie sur le paradis. Ça commence par un prêtre religieux où le gars, c'était en Arabie Saoudite, mais il vous décrit les femmes au paradis. Mais c'est une publicité de peau en ultra HD. C'est-à-dire, il y était. C'est le statut de l'imaginaire, c'est le fantasme qui devient ultra réel, parce qu'on voit la femme et on dénude la houri, et en même temps, le statut de la fiction, il est assez exactement bizarre. Exactement comme l'héroïne de science-fiction des années 30, quoi. C'est vrai. Voilà, ça, c'est vrai. C'est assez vrai. Donc, c'est dans ce sens-là que je parlais de fiction qui n'était pas tolérée, qui n'était pas tolérable. Bonjour, Hakim, ingénieur en génie électrique.
Franchement, quand je suis venu en rêvant. Parce qu'avant de venir, hier, j'ai lu un petit article sur le livre, et puis ils ont parlé de science-fiction dans le Maghreb. Alors là, pour moi, la science-fiction n'existe qu'en Amérique. Tout ce qu'on parle de science-fiction, c'est les films américains et tout. Mais au Maghreb, science-fiction, j'étais content. Mais dès que le débat a commencé, j'ai repris les pieds sur terre, parce que j'ai compris qu'il ne s'agit pas de science-fiction. C'était plutôt des choses qui sortent de la réalité d'aujourd'hui. C'était plus une uchronie que de la science-fiction. C'est à partir de ce qu'on vit, alors on imagine un futur qui est différent. Cela c'est dit, moi ma question elle se pose sur le côté religieux. Vous savez, nous on a une vision très très négative de tout ce qui est religieux. Parce que votre livre il se base essentiellement sur l'avenir religieux du Maghreb et tout. Nous avons une vision très très négative sur la religion par rapport aux événements qui sont en train de se passer et tout. Moi j'ai une petite interrogation sur pourquoi il y a un point positif dont les Occidentaux on parle, mais nous, écrivains arabes et intellectuels arabes, on ne parle jamais. Par exemple, nous, on prend une personne X, elle a 99% d'idées négatives sur la religion. Par contre, si on lit, par exemple, ce qu'a dit Goethe, le grand philosophe allemand, ce qu'a dit Tolstoï, le russe, ce qu'a dit Victor Hugo, pas loin d'ici, ce qu'a dit George Bernard Shaw, l'anglais par exemple, ils ont tous dit des trucs très positifs sur la religion, mais religion théorique. Le dernier, c'est celui qui est mort récemment, le nom est parti. Donc, ces gens-là, ils en disent des choses très très positives sur la religion, parce qu'ils ont lu la religion dans leur côté théorique. D'accord. Donc, nous, en tant qu'écrivains, pourquoi, c'est-à-dire, ma question, mon point de vue, peut-être ça va pas vous plaire, pourquoi on ne dit pas que c'est la religion qui est vécue, qui est comme ça, parce que nous l'avons vécu, nous l'avons mal utilisé, et pourquoi le côté théorique, pourquoi on ne dit pas qu'il est idéal, qu'il est bon, qu'il est... Quand par exemple, je fais une analogie par exemple au communisme. Par exemple, le communisme a été pris par Staline, vous savez qu'est-ce qu'il en a fait? Si Tolstoï l'avait pris, il était un grand rêveur, ça aurait été autre chose. D'accord. Pourquoi on ne dit pas dans la marge qu'il y a ce côté, au moins, sur le côté théorique, il y a cette chose positive dont parlent Goethe, Tolstoï, et j'en passe. Merci. J'espère que ma question est claire. Oui, non, elle est claire. Je vais répondre d'abord au début. Vous avez dit, pour moi, ce n'est pas de la science-fiction. Non, j'ai pas lu le livre. Non, je sais, non, mais c'est-à-dire le débat, quoi. On parle de quelque chose qui pour vous, n'est pas de la science-fiction. C'est un débat interminable. Où s'arrête la science-fiction, où elle commence, où elle... hier encore, je me suis pris le bec avec quelqu'un sur Facebook à cause de ça. Donc, c'est vraiment une question de perception personnelle. Là, c'est bon, c'est juste pour passer dessus. Pour répondre à votre question... C'est pas un reproche. Non, pas du tout, mais bien sûr que non, c'est juste pour préciser un truc. Pour répondre à votre question, imaginez que vous soyez dans une foule hétéroclite où il y a plein de gens de plusieurs nationalités. Vous parlez quelle langue, vous? Quelles sont toutes les langues que vous parlez? Moi? Oui. 3. Imaginons que l'une de ces personnes parle une langue que vous comprenez. Vous allez baliser ou pas? Vous allez baliser dessus. Vous allez pas écouter ce que les autres disent dans des langues que vous ne comprenez pas. C'est ce qui arrive avec Pupi, parce que je ne parle pas que d'islam. Simplement, quand quelqu'un qui est concerné par la question lit Pupi, il ne voit que ça. Voilà. Je suis en train de parler de foi, de manière générale. Mais quand vous lisez ça, vous êtes concerné par la question, vous êtes dans un pays musulman, vous n'allez voir que ça, et ça va vous toucher plus que le reste. Peut-être que je demande au lecteur de se détacher, peut-être que c'est un effort qu'on n'est pas censé demander au lecteur, mais je ne sais pas. L'usage de la science-fiction aide à provoquer ce détachement chez le lecteur. Si j'en avais fait un roman actuel, vous auriez été encore plus pris par la question, vous auriez encore plus... voilà. Mais avec la science-fiction, vous vous dites, bon, c'est dans le futur, je vais peut-être voir ça avec une certaine distance. Peut-être que ça va pas marcher pour vous, peut-être que ça va marcher quand vous allez le lire, mais bon. Voilà, c'était pour vous répondre. Dans la marge, il y a des gens qui font du bien ou qui pensent du bien de la religion, oui, c'est vrai. Quand vous dites que le communisme, si on l'avait donné à Tolstoï, il en aurait fait quelque chose. Sur le papier, toutes les idéologies sont bonnes, hein. Mais quand vous rajoutez le facteur humain, c'est là que ça part en cacahuète. C'est toujours le facteur humain qui démolit toutes les idéologies. Le capitalisme, le marxisme, même la religion, je veux dire, sur le papier, l'islam, c'est quelque chose d'angélique, c'est quelque chose de... Voilà, c'est censé nous promettre... Rajoutez le facteur humain, voilà le résultat. Regardez autour de vous. Le problème, on ne le dit pas. Le problème, c'est nous. C'est le facteur humain. Bonjour, Houet Mohamed, ingénieur en génie civil. En fait, pour rester dans la religion, moi,
J'ai tenté une fois une nouvelle où le sujet c'était un savant américain qui avait établi l'inexistence de Dieu. Et de là donc a découlé pas mal de choses sur le plan de la société, de la politique, la disparition du Vatican, la disparition de la monarchie wahhabite, etc., etc. Et surtout le fait que comme l'islam est le comportement des musulmans se trouve révolutionné. Les gens par exemple en Occident, la société est régie par des règles morales qui sont indépendantes de la religion. Par contre, chez nous, tout est lié à la religion, le bien, le mal, etc. Donc, du moment que Dieu n'existe pas, tout est permis. Donc, les gens commencent à boire, ils commencent à forniquer, etc., etc. Donc, ça prouve, enfin, c'est un domaine qui est de la science-fiction, mais qui est impossible à dire dans le monde musulman. Tout n'est pas bon à dire. Peut-être pas. Vous l'avez publié, votre nouvelle? On peut la lire quelque part? Non, je peux pas. Non, c'est impossible parce que non, le thème déjà c'est un blasphème. Non, je veux dire, vous pourrez la publier à compte d'auteur ou tout seul ou sur Internet. Ouais. Mais on sait que la fiction chez nous, elle est considérée comme. D'ailleurs, M. Kamel Daoud, on a pâti. Non, ce qu'il a dit dans tout régime totalitaire, la fiction est comprimée, est oppressée. Voilà. Bon. Mais on risque de prendre les paroles de vos personnages pour vos propres paroles. Et donc de là découlera des problèmes. Ce serait de la faute du lecteur, ça. Ce sont des personnages, c'est pas moi. C'est la faute. Si le lecteur comprend que le personnage parle en mon nom, de quel droit déjà il comprend ça? Ce sont des personnages, c'est une fiction. On n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure que c'est une fiction, que ce n'est pas un essai. Oui, si j'avais envie de parler en ma propre voix, j'aurais écrit un essai. C'est de la fiction. Mais les gens qui s'en prennent à cet écrit, généralement, ils lisent pas l'écrit hadith, c'est pas. Ils prennent connaissance à partir de... Eh ben écoutez, moi je veux bien discuter avec eux s'ils ont l'honnêteté de venir m'en parler directement. S'ils s'en prennent à mon écrit et qu'ils me disent voilà ce que tu as dit, ben je leur expliquerai que c'est pas moi, c'est un personnage. Et que ce sont des personnages qui existent autour de nous. Je sais pas si vous vivez en Algérie? Oui, j'ai toujours vécu en Algérie. Ah, oui, mais enfin, quand on connaît le climat social et... Non, mais vous savez, on peut discuter de tout. Je vous assure, c'est un mythe. Il faut juste rester calme un peu. On peut vraiment discuter de tout. Le secret, c'est de pas attaquer la problématique frontalement. Vous pouvez parler de n'importe quoi avec n'importe qui. Quand vous attaquez la problématique frontalement, vous allez provoquer une réaction de rejet. Et la personne ne va plus vous écouter. Elle va s'enfermer dans son dogme, j'ai raison. Au bout d'un moment, il faut savoir contourner, y aller avec élégance et proposer votre idée. C'est une ouverture d'esprit aussi. Oui, voilà. Je veux dire... Une ouverture d'esprit, ne pas se focaliser sur le religieux, etc. Tout de suite, oui. On les frileux. Voilà, oui. Je veux dire, si la personne qui propose une alternative n'est pas prête à faire preuve d'ouverture d'esprit et à contourner la problématique pour la proposer au plus grand nombre. C'est pas elle qui n'est pas prête, c'est la société qui n'est pas prête. Non mais là je pense que vous êtes en train de parler de votre expérience personnelle, ça a dû vous toucher. Non, au contraire, je parle de ce que je vois sur la scène nationale. Je sais pas. Moi j'ai pas eu de problème. Bon, généralement c'est vrai quel est le ton de votre nouvelle? Pardon? Quel est le ton de votre nouvelle? Est-ce que c'est un ton très sérieux, très dramatique, très... Non, c'est sérieux, effectivement. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'y suis allé en rigolant, moi. C'est pour ça que j'ai proposé de la satire, voilà. Non, ensuite je l'ai décliné, c'est-à-dire parce que pour éviter effectivement d'être frontal, je l'ai imaginé sous forme de cauchemar. Donc j'ai fait un cauchemar où il y a un savant qui a, etc., etc. Et à la fin, je dis que je suis réveillé du cauchemar. J'ai évidemment maudit Satan. Et je suis allé faire ma prière, etc., etc. Donc... Non, là, vous avez inventé un genre, c'est la traumatique fiction. Mais ça, c'est des prétextes. Oui, je sais. Yeah. Non, mais écoutez, vous avez raison. Vous avez raison parce que vous défendez votre vision, en fait. Mais qui est bien réelle, malheureusement. Oui, qui est réelle peut-être pour vous. Oui, c'est dur à dire. Parce que c'est vrai qu'il y a la problématique de la perception aussi. Vous, c'est comme ça que vous le percevez.
C'est comme ça que moi aussi, j'ai eu affaire à des blocs de granit, là, on peut pas leur parler. Ouais. On peut pas leur parler à ces gens, c'est vrai. On contourne. Des fois ça marche pas, on les délaisse. Au bout d'un moment, il faut s'adresser à quelqu'un d'autre. À propos de fiction, justement, juste pour détendre et pour rappeler le statut de la fiction dans nos imaginaires, vous connaissez tous le réalisateur l'Ahmad du Messager, Risala, Oui. celui qui a été tué en Jordanie, Aqad. Mustafa Aqad. Et il raconte une très belle anecdote dans le making of de Risala. Parce que vous savez, le film a été projeté d'être tourné au Maroc. Il y a eu le refus du roi, donc ils l'ont déplacé au début vers l'Arabie Saoudite, refus. Et ils sont partis vers la Libye de Kadhafi qui était très agité déjà. Donc il a accepté. Et Aqad raconte cette anecdote que je trouve extraordinaire d'un point de vue philosophique. Il dit que quand il a recruté des figurants pour la bataille de Ahad, vous savez, la bataille entre les musulmans et le Quraysh, il a dit que ceux qui devaient jouer le kuffar, les impies, ont demandé 2 fois le salaire. Ce qui est très vrai, hein. C'est pas une plaisanterie, parce que ce n'est pas une. C'est ce qui s'est passé là il y a quelques jours, non? Oui, le mal. Pour un tournage, Oui, il y a le il mal. devait avoir le drapeau, voilà. Français. Ouais. Mais c'est pour dire que la fiction c'est réel, là, c'est sérieux. Il faut faire suite à votre anecdote. Celui qui a joué le rôle de Washi Je est sais. sorti de chez lui. Non, j'ai lu les mémoires de Aqad. Il dit que 6 mois après la sortie du film, il lui a envoyé une lettre en disant que les enfants me jettent des pierres, que je n'ai pas trouvé de travail parce que j'ai tué Hamza. Non, mais pour vous dire, c'est au-delà du grave ou pas, c'est le statut de la fiction, de l'imaginaire qui se pose là. Et problème ou pas, mais quel est le rapport qu'on a? Parce que peut-être qu'il y a des civilisations en Amérique latine, telles qu'on lit tous, le mythe est vivant, le mythe est vrai, jusqu'à ce qu'on lui fasse changer de statut d'époque, mais tout mythe est vrai. Donc on est là aussi dans ce rapport à la fiction. Et ce que dit Riyad est très vrai. La recette de beaucoup d'écrivains depuis toujours, depuis des millénaires, quand ils veulent s'attaquer à des dogmes trop durs, ils emploient la fable. La fable qui est le pendant de la science-fiction maintenant peut-être. Ils emploient l'allégorie, la satire aussi, pour contourner l'interdit ou le dogme. Et ça permet de faire bouger les lignes tout doucement. Aujourd'hui, on en sourit, demain on en rigole, et par la suite on relativise. Et ce que dit Riyad est très vrai. C'est de la manière dont on choisit de parler du sujet qui peut faire avancer aussi les choses. Juste pour relativiser ce que vous venez de dire, les réactions épidermiques face à des personnages de cinéma, elles existent un peu partout. Oui, le statut de la fiction, il est, c'est ce que je Ouais, disais. ouais, exactement. Le statut de la fiction, il est, je vais oser dire un mot, parce que face à des universitaires, il est anthropologique. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose à creuser, à réfléchir, chaque époque, chaque ère géographique, chaque culture, etc. Ça se réfléchit à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut pas, qu'est-ce qui est imaginaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est C'est un portrait tolérable. en relief qui doit se faire. c'est Exact. pas- voilà. Donc c'est une question qui se pose et se repose toujours, pas uniquement maintenant, pas uniquement vis-à-vis de l'orthodoxie religieuse, ça se repose. On aurait pu imaginer, personnellement, Arthur C. Clarke, dans 2001, Odyssée de l'espace, qui est un des plus beaux romans sur les origines. C'est un grand classique, je veux dire. Imaginez que cet homme ait écrit son roman au XIVe siècle, sous l'église. La pierre tombale aurait été aussi grande que la pierre qu'il a imaginée. C'est-à-dire, Le monolithe. donc le statut de l'imaginaire, il est là. Pour moi, c'est un sujet de réflexion, hein, comme pour vous sur ce roman. Monsieur Louari Adli. Donc j'ai une question pour Si Kamal et j'aimerais bien aussi avoir votre avis. Est-ce que vous avez utilisé de la fiction à travers vos écrits, chroniques et pour Si Mehdi, je voulais poser la question c'est Riyad sur Mehdi. Est-ce qu'il y a une relation avec le Mehdi Montadar? Est-ce qu'il y a une relation avec le Mahdi Montadal? Évidemment que oui. Évidemment que oui, sinon il se serait appelé Qaddour. Évidemment. Parce que c'est quelqu'un. En fait, je voulais que le personnage qu'on présente souvent comme l'élu, comme le Messie, dans le modèle de la légende Campbellian, qu'il soit quelqu'un de totalement paumé, qui sait pas ce qu'il fait. Il est vraiment victime des événements. C'est pas le héros tel qu'on l'imagine, sûr de lui, qui sait où il va. Et l'appeler Mahdi, je trouvais ça encore une fois assez drôle, assez comique. Parce qu'on s'attend à un messie, à quelqu'un qui va nous apporter la lumière. Nous apporter la lumière alors que en fait c'est un gamin paumé qui sait pas ce qu'il fait. Voilà. Et pour vos chroniques? Et la question c'était, est-ce que j'ai utilisé la fiction? Oui, toujours.
Toujours, on écrit tout. De toute façon, moi je suis quelqu'un qui pense que le réel n'existe pas. Donc on ne peut pas voir le réel. Impossible. Il faut un énorme courage, sinon une puissance intellectuelle formidable pour voir le réel. On habille toujours le réel avec une fiction. Cette fiction, ça s'appelle, elle peut être de l'ordre du dogme religieux, elle peut être une carrière politique, une histoire d'amour, l'idée de sacrifice pour ses enfants. Elle peut être un voyage, elle peut être une nationalité autre que la sienne, etc. Il y a toujours une fiction qui habille le réel. On se raconte toujours une histoire dans sa tête pour pouvoir supporter le réel. Le réel sans histoire est insupportable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a toujours eu des mythes. Vous prenez un voyageur, vous prenez le désert et un feu de nuit, il se met à raconter des histoires. La fiction nous est nécessaire, elle nous est structurelle. Elle est toujours là. Quand on est seul, quand on est avec personne, il y a une voix là-dedans qui habille. On revient vers autrefois. Je vous cite un philosophe et quelqu'un qui est plus grand qu'un philosophe. Le philosophe, le militant, c'est Régis Debray qui disait dans Madame H à propos de l'histoire, il disait que nul n'est contemporain de son présent. On le voit tous, on est toujours en train de parler du passé. C'est impossible d'être contemporain. Les grands génies sont contemporains. Ils voient ce que disait Goethe, la sagesse, c'est de voir ce qu'on a devant les yeux. Et les gens croient que le génie, c'est celui qui voit l'avenir. Non, le génie, c'est celui qui voit le présent. Nous, on voit tous le passé. Et la deuxième citation, c'est celle de Borges, que j'admire tellement, et qui disait « Tout présent est anachronique ». Il n'y a pas de présent qu'on peut voir. Donc, on habite toujours avec la fiction. Dans sa vie réelle, lorsqu'on écrit, lorsqu'on imagine un livre, lorsqu'on parle à quelqu'un, lorsqu'on s'explique, lorsqu'on justifie, lorsqu'on veut débattre, on est toujours dans le passé. C'est très rare d'arriver au présent. Alors, le futur, c'est encore plus loin. Donc oui, j'utilise beaucoup la fiction, je n'utilise que de la fiction. Bonjour. Monsieur Daoud, en suivant vos différentes interventions, vous focalisez sur l'angoisse, l'espace maghrébin angoissant, etc. Est-ce que ce type ou ce genre littéraire de littérature de fiction pourra-t-il régler cette angoisse? Non, moi j'ai parlé je suis là parce que j'aime un genre, parce que j'ai lu ce roman, je l'ai aimé, et je suis là pour discuter parce que ça nous sort un petit peu je vois que ça ne sort pas tellement du politique, etc. Donc on va revenir. Je voulais parler de vaisseaux spatiaux aujourd'hui, mais bon. Donc j'ai parlé d'espace maghrébin angoissant, pas en règle générale, mais dans ce roman-là, c'est-à-dire parce que c'est une fiction sur un futur, et c'est l'aspect que moi j'ai retenu, peut-être parce que je suis comme beaucoup d'Algériens, surpolitisé dans la surinterprétation. Peut-être que d'autres vont lire, ils vont retenir que l'aspect où on parle d'un futur Occident qui est encore plus angoissant que le califat maghrébin dans Pipi. Donc j'ai parlé de ce futur angoissant dans ce roman, mais pas dans d'autres romans, dans d'autres productions littéraires, ou dans la vie courante, etc. La question, est-ce que ça peut guérir? Ce genre littéraire, est-ce qu'il pourra dans l'avenir des solutions pour ce que disait Riyad, les gens qui arrivent, qui vous promettent des solutions, il faut vous en méfier. Je vous le dis. Donc, méfiez-vous des gens qui ont des solutions. Franchement, fréquentez des gens qui ont des problèmes. Donc, vous serez dans un monde équitable et juste d'ailleurs. Donc, moi je n'aime pas l'idée personnellement de littérature qui guérit, etc. Ça me rappelle quand j'étais gamin. Vous savez, la télévision. ماذا يعالج الكتاب تاعك؟ ماذا تعالج الأغنية؟ Là, c'est pas. Mais la littérature, la culture en règle générale, nous apporte quelque chose qui est fondamental. C'est la chose la plus importante pour pouvoir arriver à la solution. Elle nous apporte la lucidité. Et ça, c'est très important. Des écrivains, des penseurs, ils sont là pourquoi? Ils vous apportent la lucidité. Et quand vous avez une dose de lucidité assez grande, vous luttez contre le déni. Et donc, vous voyez le problème. Et quand vous voyez vraiment le problème, vous allez le résoudre. C'est comme vous avez une poubelle juste en bas. Vous avez, pendant 10 ans, cru que cette poubelle n'existe pas. Juste de temps en temps, il y a l'odeur qui vous incommode. Arrive quelqu'un qui vous fait une description de cette cour avec la poubelle. Et vous dites, merde, il y a une poubelle. Et là, vous arrivez. La littérature, la culture, en règle générale, c'est un droit et un devoir de lucidité. C'est ce qui fait ça avance. Nous prenons conscience. Vous écrivez sur l'esclavage et vous prenez conscience de l'atrocité de l'esclavage. Vous lisez un roman de science-fiction sur les origines, Arthur C. Clarke, et vous prenez mesure de la splendeur du monde. Le monde est beau parce qu'il est
inexplicable et parce que nous vivons pour apporter à son explication. Donc la culture nous est nécessaire, c'est notre part humaine. Elle ne guérit pas, elle aide, peut-être elle guérit le déni, mais pas plus que cela. Le reste, c'est à nous de le faire. Donc c'est ce que je crois. C'est-à-dire que la culture, c'est le doigt qui désigne la poubelle. Exact. Faut regarder la poubelle. Exactement. C'est exactement ça. Faut arrêter de s'en prendre au doigt, quoi. Et c'est pour ça que les régimes fermés luttent contre la culture. Parce qu'ils veulent vous fermer les yeux. C'est tout. Sinon, où est-ce la culture? En quoi un livre, en quoi Pupi peut déranger un dictateur qui possède des armées, des avions, des mitrailleuses, et pourtant il pourchasse l'écrivain, il pourchasse le poète? Parce que là-bas, il y a ça. Donc, la lucidité, c'est ce que craignent les régimes fermés, ce que craignent et ce que craignent nos propres personnes. Même la vie courante, on craint la lucidité. Il y a un très beau poème, très beau vers de René Char, qui est magnifique, parce qu'il mêle le concept et l'image. C'est ce que j'aime dans le style. Il disait, la lucidité, c'est la blessure la plus proche du soleil. C'est magnifique. Ouais. J'avais une deuxième question pour vous. Bonjour. Alors moi j'ai eu la chance de déjà lire Pupi, et la question que je me pose c'est, est-ce qu'il y a une suite? Ah, le pauvre. Ouais, déjà, ouais. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai retiré des éléments de Pupi, j'en ai fait des nouvelles. L'univers est vaste. Mais une suite, non, parce que l'histoire des trois personnages est finie. Il y a des choses qui restent un petit peu suspectes. Oui, ça fait partie de l'univers, ça fait partie du... Je ne sais pas si je vais publier ça sous forme de nouvelles, ou si je vais... C'est pas ma préoccupation immédiate, mais je les garde sous le coude. Un jour peut-être, oui. C'est pas un univers que j'ai fini d'explorer, quoi. Voilà. Je vous en prie. Ça va être très rapide, ma question est très légère, ça va détendre un peu l'atmosphère. C'est Nassim Adou, je suis ophtalmologiste et je voudrais savoir pourquoi Pupi. Tout simplement. Magnifique. La meilleure question pour la fin, c'est magnifique. Non, ça s'appelle la lucidité. Ouais, voilà. Ok, alors je vais faire un petit cours d'histoire. Il y a... pendant la Renaissance, il y avait une forme de divertissement qui s'appelait Opéra dei Pupi, en Italie. Et c'était des marionnettes, c'était des spectacles de marionnettes. Et évidemment, comme toute forme de divertissement populaire, l'Église a mis la main dessus, elle a mis du pognon dedans, et les marionnettes étaient richement décorées, c'était vraiment quelque chose de finement ouvragé, quoi. Et ça racontait que des histoires bibliques, que des récits de croisades, Et tout à coup, il y a eu des pupis, PUPI, qui se sont manifestés dans les auberges, sur les places de marché et tout, fabriqués plus crûment avec des bouts de bois, et tout, mais qui se moquaient de des récits bibliques, c'était de la satire, quoi. Et évidemment, l'Église voyait ça d'un très mauvais œil, les pourchassait, l'emprisonnait, elle cramait les marionnettes. Et ça m'a paru, je sais pas, c'est une homophonie que j'ai trouvé amusante, avec le fait que Mahdi manque de devenir pupi. Dans le roman, il manque de devenir pupi pour la paix, qui est un organisme de mercenaires, enfin, vous allez voir. Mais la principale raison du titre, c'est cette homophonie. Parce que pupi, ça représente un peu la naissance de la satire en Europe de la Renaissance. Merci. Ben, tant mieux. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Est-ce que vous auriez voulu... Non, mais après, vous allez vous abonner à ma page, j'explique ça partout, c'est bien. Non, mais un livre doit avoir plusieurs niveaux de lecture. Vous devez trouver des indices dans le titre, des indices dans le prologue, dans l'épilogue, dans les interludes. Franchement, un livre qui n'a qu'un sens de lecture, moi, personnellement, en tant que lecteur, il m'ennuie. J'aime bien quand ça interpelle. Voilà, merci. Je ne sais pas comment on clôture une conférence, mais j'étais ravi de discuter de science-fiction, franchement, aujourd'hui, et l'occasion qui a été offerte. Peut-être que la littérature algérienne a besoin d'être oxygénée. Peut-être qu'on a besoin d'écrire des contes, de la science-fiction, du roman fantastique, de l'heroic fantasy, des romans de mystère, des romans de police, etc., au lieu d'être dans la littérature rigide. Je le dis à haute voix, mais pour moi-même et pour le reste. Oui. Et la science-fiction, ça reste quelque chose qui apporte, pour moi personnellement en tout cas, le plaisir de lire. Parce qu'il y a peut-être des raisons de réfléchir à un roman, de le lire, etc. Mais là, fondamentalement, il faut peut-être désidéologiser le plaisir parfois. Donc revenir vers ce qui est plaisant, ce qui est amusant. Et j'ai noté tout à l'heure dans ce que vous dites, que chaque fois vous le répétez et vous y insistez, c'est bien, c'est de dire que je me suis amusé et du ludique. C'est un jeu. La littérature est un jeu.
Elle peut interpeller, elle peut participer, elle peut dénoncer, mais fondamentalement, c'est un jeu. Et c'est un jeu amusant, c'est un jeu de l'intelligence, de l'imaginaire et la science-fiction. Quand je lis actuellement Dan Simmons, par exemple, ou je lis David Mitchell, je parle des plus récents, et on voit toute la palette de l'imaginaire humain. On part des petits nouvellistes qui font des petites nouvelles qui sont juste une variation sur un thème ou une thématique, jusqu'à des trilogies magnifiques. Pour vous dire que la science-fiction existera, elle a toujours existé, parce que c'est un droit, c'est une affirmation du droit à l'imaginaire. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themaghribpodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org. Visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.